Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans le bassin méditerranéen, y compris la vallée de la Vésubie, les pratiques d'irrigation sont ancrées dans l'histoire des communautés d'irrigants. Au fil des siècles, les communautés locales s'identifient par rapport à l'appropriation et à la gestion collective de l'eau, conçue et perçue comme un patrimoine commun. Étudier les systèmes de gestion collective de l'eau nous permet de décrypter les reconfigurations des structures sociales vésubiennes. Si les deux sujets classiques, à savoir la religion et la parenté, ont accaparé, depuis longtemps, la pensée anthropologique, désormais plusieurs études en sciences sociales accordent une importance particulière à la question de l'eau qui devient un élément déterminant à la compréhension des modes d'organisation sociale. Dès lors, l'eau en tant que patrimoine devient un marqueur d'identité pour les sociétés contemporaines en minimisant son aspect individualiste, au petit 2009. C'est ainsi qu'on s'est focalisé dans ce livre sur un triptyque société-État-irrigation. De ce fait, la négociation et la coordination entre l'État, les collectivités locales et les groupes sociaux demeurent nécessaires à l'appréhension de l'orientation patrimoniale de la gestion de l'eau. Le commun de l'eau circulante suppose que des communautés patrimoniales adaptées aux entités adéquates, bassins, massifs, pays, se constituent par un processus de patrimonialisation-titularisation constamment renouvelé. Olagnon 2000, pp 339 à 341, cité par Aupetit 2009. Notre objectif principal est de mettre en exergue une gestion très ancienne de l'eau. Du point de vue anthropologique, cette dernière s'avère comme un bien fragile, hérité des ancêtres et qui nécessite une valorisation sociale par les groupes sociaux afin de mettre en place des moyens susceptibles de la transférer durablement aux générations futures, Aupetit 2009. Ainsi, notre attachement à cette région du sud-est de la France se traduit par la publication de ce livre dans lequel nous racontons l'histoire hydraulique des communautés locales vésubiennes. Une synthèse et une analyse des éléments socio-hydrauliques nous permettent de cerner en profondeur les mécanismes de changement et de permanence dans les modes de gestion communautaire de l'eau. Chapitre 1. À la recherche de communautés d'irrigants. Venu en France pour compléter mes études par une spécialisation en ethnologie et anthropologie, j'avais dans l'idée d'effectuer ma thèse sur des populations d'irrigants du Haut-Atlas marocain, réalisée depuis Confère. H. Sabri, 2016, et donc j'ai été intéressé par le sujet qui me fut proposé du cas des irrigants de moyenne montagne de la Vésubie. Un cas particulier de gestion millénaire en rapport avec une gestion globale de la ressource présentait un grand intérêt. En effet, la gestion collective de l'eau d'irrigation avait structuré la vie sociale des communautés villageoises vésubiennes et paraissait encore vivante et efficace. D'une certaine manière, nous avions le projet de comprendre la société vésubienne à travers le prisme de l'irrigation. De nombreux travaux de par le monde, Confère page 23, montrent l'efficacité de cette approche de société qui, sans irrigation, en serait réduite à une exploitation lâche de leur milieu naturel, nomadisation et agriculture sous pluie à faible rendement. Avec le développement et la formation des États, le décryptage des modes d'organisation sociale autour de la gestion de l'eau nous permet d'appréhender l'évolution des structures sociales et politiques des sociétés locales en rapport avec le cadre global des politiques du développement. Ce travail anthropologique ne se limitait donc pas à l'appréhension des pratiques sociales et culturelles liées à la gestion de l'eau, mais surtout à comment les communautés vésubiennes construisaient leur territoire socio-hydraulique en rapportant leurs pratiques sociales aux changements et aux ruptures des processus d'interaction. L'irrigation était le seul moyen pour assurer la sécurité agroalimentaire d'une communauté villageoise assez importante depuis le Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle. Les activités agricoles constituaient le socle de la société montagnarde. Les villages étaient connus pour les nombreux canaux qui sillonnent le territoire et aujourd'hui, la tradition d'irrigation s'est maintenue dans le cadre des associations syndicales. En interaction avec le cadre global de la gestion de l'eau, l'évolution des politiques de développement hydraulique dans ce contexte montagnard et celle des systèmes d'irrigation communautaire nécessitaient une étude approfondie des rapports entretenus entre l'homme et son milieu, et la logique des relations entre les communautés et les pouvoirs publics. Dans le cas de Vésubie,
nous découvrirons le rôle central que joue l'EDF comme acteur privilégié de l'État sur les ressources hydrauliques en France. Pour cerner les changements et les permanences au sein des communautés d'irrigants des 3 villages de la vallée, Belvédère, Lantosque et Roquebillière, des séjours de plusieurs mois de recherche sur le terrain furent essentiels. La dynamique autonomie et dépendance hydraulique ont guidé le choix de ces 3 communes. Belvédère se dote d'une vaste autonomie en matière de gestion de l'eau d'irrigation grâce à la rivière de la Gordolasque. Au niveau hydraulique, contrairement au village de Belvédère, les arrosants de Roquebillière et de Lantosque restent dépendants dans l'irrigation aux eaux de la Vésubie. Des situations contrastées donc, malgré l'exiguïté de la région. À cette période et avant de commencer mes investigations sur le terrain, j'ai été frappé par une contradiction flagrante entre l'importance de ce patrimoine hydraulique architectural et territorial qui est le témoin d'une longue tradition agricole, et une réalité marquée par une déprise des pratiques d'irrigation. L'objectif a été d'expliquer ces changements à travers une recherche empirique. Il est clair que cette tradition hydraulique collective est en perdition. Les arrosants souvent âgés disparaissent et avec eux toute la mémoire d'une société. Certaines personnes ont oublié les noms voire même l'existence de certains canaux. Seules les archives en font état. Ce n'est plus à l'ethnologie qu'il faudrait faire appel, mais à l'archéologie, avec les techniques modernes pour retrouver les traces et vestiges des canaux. Le dépeuplement de la Vésubie après la guerre et l'intervention en parallèle de l'État à l'échelle locale via l'EDF ont créé des ruptures avec les modes de gestion traditionnels. Plusieurs réseaux d'irrigation gravitaire sont tombés en désuétude. Un dysfonctionnement du système observé nécessite une organisation au sein des associations syndicales. Une gestion longtemps basée sur une tradition orale est inscrite dans les registres des droits coutumiers. Alors même que notre travail universitaire était achevé, H. Sabri 2009, j'ai gardé contact avec la vallée de la Vésubie et durant 6 ans y ai fait de fréquents séjours. Je profitais de mes séjours à l'université de Nice entre 2 terrains dans la vallée, pour regarder les changements, et parler avec les amis que je m'y étais fait. Ma thèse bouclée sur Amismise, H. Sabri, 2016. J'ai voulu un peu revenir sur toute cette expérience française et j'ai consacré près d'1 année à rédiger une étude sur la Vésubie, de facture trop universitaire et à tirer une étude accessible à un large public sans rien céder, c'est évident, au métier scientifique acquis durant ces années. Le terrain, de Belvédère à Roquebillière et Lantosque. Je veux revenir sur la question du terrain réalisé dans la Vésubie. En 2009, puis tout au long de mes enquêtes dans le village de Belvédère, le sentiment d'être une étrangère m'est apparu comme celui qui m'a accompagnée tout au long de ces années, sans pour autant être une entrave pour ma recherche. Je n'ai pas été accueillie comme un ovni, c'est évident, mais je n'avais pas idée de la dynamique historique qu'avait pu vivre la vallée au fil des siècles, ni n'avais été préparée à être confrontée à une documentation abondante quoique parcellaire, depuis le XII siècle. La quête de l'histoire sociale d'une communauté villageoise française ne nous a pas été facile à cerner. Mes premiers pas sur le terrain ont été jalonnés par des obstacles et des contraintes qui n'ont pas freiné ma première curiosité de découvrir l'histoire sociale des communautés vésubiennes. Notre appartenance à une société du sud de la Méditerranée, le Maroc, nous a permis de rapidement nous intégrer à cette société villageoise, retrouvant ainsi les impressions des premiers ethnologues sur le terrain. Grâce aux archives communales et départementales, nous avons pu dépasser la contrainte que si la mémoire des villageois est parcellaire, c'est en grande partie que l'écrit est là pour conserver les faits. Même si nous étions conscientes qu'un travail ethnologique se mesure en partie au temps de recherche passé sur le terrain, nous avons dû en passer par un lourd travail de recherche historique en bibliothèque. C'est pourquoi en 2010, j'ai décidé de pousser encore mes enquêtes dans la vallée en élargissant mes recherches dans les 2 villages de Roquebillière et de Lantosque. J'étais convaincue de trouver d'autres dynamiques sociales liées à la gestion de la ressource hydraulique que celles observées à Belvédère. Les résultats de cette recherche nous permettant de comprendre les changements qu'avait connus la région. Le travail d'enquête avec les arrosants et les acteurs locaux et régionaux nous a aidés pour saisir le mode de vie des villageois et suivre ainsi la dynamique des changements à partir de la gestion traditionnelle de l'eau jusqu'à la gestion associative actuelle. Le terrain dans la vallée de la Roya.
En parallèle à mes investigations dans la Vésubie, et pour cerner en profondeur l'évolution des structures sociales et politiques des communautés locales, je me suis orientée à partir de 2010 vers une enquête complémentaire dans la vallée voisine de la Roya. Sauf que cette dernière, de par son histoire sociopolitique commune avec l'Italie, et une absence des dynamiques sociales liées à la gestion collective de l'eau ont compliqué le déroulement de l'enquête. Si le rattachement de Nice à la France en 1860 a eu des répercussions directes ou indirectes sur l'évolution des communautés d'irrigants vésubiennes, les communautés de la Roya ont été italiennes jusqu'à 1947, ce qui a eu des impacts sur la disparition brutale des pratiques d'irrigation et des modes de gestion collective de l'eau. Seuls les arrosants du village de Breil-sur-Roya ont trouvé dans l'organisation au sein des structures associatives un moyen de sauvegarder leur patrimoine hydraulique. Dans la brique, quelques arrosants n'éprouvent aucune nécessité de s'organiser en association pour gérer l'eau de la Roya, car l'irrigation individuelle y a remplacé l'irrigation traditionnelle. Un dysfonctionnement général des systèmes irrigués, une absence flagrante de politique de l'État pour asseoir une agriculture locale à haute valeur ajoutée, une volonté locale limitée pour maintenir la gestion ancestrale de l'eau et un réseau d'irrigation traditionnel tombé en désuétude, sont autant d'éléments qui m'ont amené à abandonner mes investigations sur ce terrain et cela à partir de 2013. En revanche, mes enquêtes sur la Roya n'ont pas été vaines, car elles m'ont permis de cerner la complexité des spécificités micro-locales de la Vésubie et décrypter ainsi les configurations de la question de l'eau en sa globalité. Malgré les ruptures qu'ont subies les structures sociales et hydrauliques, les communautés vésubiennes, contrairement à celles de la Roya, ont su s'adapter aux changements et assurer en partie la durabilité des systèmes irrigués. Le terrain, une expérience humaine et scientifique. Conduire une enquête ethnologique implique des règles à suivre sur le terrain. J'étais dans la situation classique de l'ethnologue, étrangère au pays, celle du regard éloigné et pas dans celle de la plupart de mes camarades français de master qui eux se trouvaient relevés de contraintes autres, Géaltab, 2008. Je devais construire mes rapports avec les sujets, à savoir les arrosants et les représentants de l'État. Je pus rapidement établir des liens de confiance par mon intégration en tant qu'actrice dans la sphère sociale. J'assistais ainsi à plusieurs assemblées générales organisées par les associations syndicales dans les 3 villages. Je pus participer à quelques travaux d'entretien collectif des canaux comme celui de la Founte, du Vézou, etc. Je ne pouvais pas me contenter de l'observation des systèmes de gestion collective de l'eau au sein des structures associatives, ou de déterminer les formes d'interaction entre les différents acteurs locaux et régionaux. Je devais utiliser d'autres techniques d'enquête comme l'entretien, ou mener des entretiens collectifs. L'explication ou l'interprétation que chacun des acteurs apporte à l'appréhension des systèmes de gestion de l'eau m'aidait à cerner la complexité de l'évolution des structures sociales des communautés vésubiennes. J'ai également réalisé des enquêtes par des entretiens filmés. Naturellement, les entretiens libres, sans questionnaire, avec prise de notes différées, étaient la base de mon travail, comme pour tout ethnologue de terrain. Ce qui m'importait le plus était de laisser les habitants, les arrosants et les différents acteurs impliqués, ou pas, dans la gestion de l'eau de s'exprimer en répondant à des questions ouvertes. Il n'est pas possible d'appréhender le devenir de l'irrigation et les externalités que compromettent les nouveaux usages des réseaux d'irrigation traditionnels, sans observer tant de savoir et de savoir-faire très anciens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.